Since our subject is about immigration, and we saw even there are serious problems to access to regular work in the case of professional bodies, but there are serious problems in the cases of precarious work because it's not even regulated. Then my question is, what can the governments do? You already touched some of the issues, but what should they do to regulate or to at least facilitate the access of the immigrants or foreign workers to better work, decent work? Qui veut commencer? Mais une chose que je trouve intéressante, c'est le lien entre ces deux enjeux. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans notre étude sur les agences qui sont là-dedans parce qu'ils ne réussissent pas à franchir les ordres. On a des comptables, des infirmières, des ingénieurs, plein de gens comme ça, mais ils se retrouvent dans les agences parce qu'ils ne réussissent pas. Alors, il y a comme des liens. Mais pour ce qui a trait de l'accès aux professions réglementées, le législateur, ce qu'il a fait, le gouvernement, c'est qu'ils ont délégué le pouvoir de réglementation aux ordres professionnels, à l'Office des professions. Dans les dernières années, il y a surtout en 2016-2017, le gouvernement a adopté une nouvelle loi qui accorde plus de pouvoir aux commissaires à l'admission aux professions, ce qui devrait éventuellement, avec le temps, avec les plaintes, avec les enquêtes qui vont mener, faciliter en théorie l'accès aux professions réglementées. Le travail, je pense, qui doit être fait en grande partie par les ordres professionnels eux-mêmes pour définir un peu ce que ça veut dire pour la protection du public, c'est sûr. Mais c'est un système qui est complexe parce que, comme Jean-Luc l'a dit, il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans le processus et c'est pas... Dans les médias, on tape beaucoup sur les ordres professionnels, mais c'est pas juste eux. Ils ont leur part de responsabilité, mais le gouvernement a sa part de responsabilité, notamment dans le système de santé, qui est extrêmement régulé, très difficile d'accès. Il y a les universités, les collèges qui aussi restreignent l'accès aux programmes, aux cours, aux gens qui sont formés à l'étranger pour différentes raisons. Je pense qu'il faut voir il y a un système qu'il faut revoir pour faciliter la situation de ces gens-là, mais après, ça pose la question à un autre niveau, qu'on parle de réfugiés ou parce qu'il y a des documents, ils n'ont pas nécessairement tous leurs documents, difficile de faire reconnaître leur diplôme. Il y a beaucoup de difficultés qui émanent et c'est une situation encore plus extrême, oui. Ah oui, juste seulement de mentionner peut-être seulement de mentionner que il y a cette organisation qui s'appelle Access, qui c'est l'organisation qui regroupe toutes les agences de placement, la majorité des agences de placement au Canada. Une fois, on avait regardé un document qu'ils ont demandé, une étude pour savoir les conditions sur la croissance des business des agences au Canada. Et les indicateurs les plus positifs dans ce rapport qui était envoyé à cette organisation étaient que les conditions institutionnelles et réglementaires sont favorables. C'était un des indicateurs plus favorables pour développer le business des agences. Ouais. Ça veut dire basiquement la manque de régulation pour les agences et pour le marché du travail triangulaire. Non? Basiquement, c'est ça. Donc, une des choses de cette essaye de faire, c'est parce que c'est bien difficile d'organiser les travailleurs pour faire accomplir les règlements de la loi dans les endroits de travail pour la fragmentation de travailleurs d'agents qui sont envoyés une semaine ici, une autre semaine ici, ils n'ont pas un emploi permanent, c'est une logique différente. Donc la stratégie du CTI, c'est de travailler pour essayer de faire pression sur l'État pour changer les politiques autour de ces agents. Il y avait un ensemble de demandes, par exemple les licences de toutes les agences. Donc, il y avait certaines choses qui ont changé avec la loi, mais ce n'est pas assez. Parce qu'au fond, la stratégie, c'est pour cette condition institutionnelle favorable, juste depuis 2000 à maintenant, les business d'agences, ça a grandi beaucoup à Canada. Il y a une croissance soutenue des business des agences. Pour le manque de régulation, c'est un bon business.
Et, oui, oui, c'est ça. Donc, comme l'idée, parce qu'avant les agences, il y avait une place marginale dans les domaines de travail, non? Dans les marchés du travail. Cet espace marginal, ils ont laissé déjà cet espace marginal. Et l'idée, la stratégie est qu'avec la régulation, mais une régulation plus précise, plus profonde, et il ne sera pas si profitable d'avoir une agence, d'ouvrir une agence comme ça. Donc, ça veut dire de faire la pression de que les agents retournent à l'espace marginal du travail, dans le marché du travail. C'est un peu la stratégie à long terme. Oh, ok, il y a des questions. Oh oui. Ok. Oh, d'abord. Ok. Ok, on va voir d'autres questions. Ah, ok. Rapidement, merci beaucoup. C'est très, très riche. On a beaucoup appris, même si on est fatigué, mais on continue d'apprendre. Il y en a une partie qui rentre encore. Excusez. Mais donc, moi, rapidement, j'ai une question pour vous deux. La question de la discrimination raciale. Hier, on a commencé à l'aborder avec Jean-Luc au cocktail, mais parce que, bon, quand même, quand on parle des autres professionnels, on entend parler de discrimination. Il y a quand même, est-ce que c'est seulement une rumeur? Parce que, et aussi, dans les stages, bon, moi, j'ai juste connu, par exemple, une médecin algérienne, mais dans le cadre du stage, il y a des rapports sociaux de travail, de racisation. Les tâches, c'est connu dans la littérature, les tâches les plus lourdes, les plus sales, les plus difficiles, on les donne souvent, c'est les personnes racisées qui se retrouvent là. Et, en tout cas, pour elles, pour d'autres Algériennes médecins, c'est ça, dans leur stage. Donc, il y a là il y a comme un espace à étudier là, dans le cadre des stages de rapports sociaux où, je ne sais pas, est-ce que c'est seulement un dysfonctionnement institutionnel ou des rapports de domination sur la base de la racisation, puis bon, du genre aussi possiblement, mais fait que ça, c'est ma question. Puis après, sinon, c'est pour Mustapha, votre étude avec Jill et avec aussi Manuel, la conclusion de dire, et je comprends, vous dites que c'est difficile, aller à la CNES, à la Commission des normes du travail, tout ça, action directe pour soutenir les gens directement. Mais chaque personne nécessite une action directe. C'est extrêmement difficile en termes de mobilisation puis d'énergie. On connaît l'expérience de OCAP à Toronto, ou vous autres aussi, ou d'autres expériences ici à Montréal. Comment on soutient ça pour un organisme comme le Centre des travailleurs immigrants, l'action directe individuelle? Pour chaque cas, on va aller dans une agence, dans l'autre agence. On mobilise 30 personnes à chaque fois. C'est vrai que ça donne des résultats, mais comment on fait ça en termes d'énergie, de disponibilité? Mais sinon, je vous félicite. Les études que vous faites sont extraordinaires parce que c'est vraiment des recherches pionnières pour... on ne connaît pas ces réalités. Vous les rendez visibles. Bravo. Je ne peux pas dire autre chose. J'ai une question pour Jean-Luc et Frédéric. J'aimerais poser une question sur le rôle joué des fédérations syndicales au Québec par rapport à des ordres professionnels. En particulièrement, dans mon tête, c'est un article dans un journal j'ai lu sur les fédérations des enseignants en Ontario et où se trouve un nouvel ordre des enseignants. Et la politique de syndicat des enseignants, la fédération syndicale pour les enseignants était contre l'existence de l'ordre professionnel des enseignants. Leur perspective est qu'on représente l'intérêt de nos membres et les intérêts de nos membres sont le même intérêt que l'intérêt public
il n'y a pas de conflit entre l'intérêt des membres, des enseignants et l'intérêt du public. Parce que l'intérêt du public, c'est l'éducation, les enseignants sont pour l'éducation. Donc, pour les ordres professionnels à Québec, où se trouve aussi une fédération syndicale, quelle est la relation entre la fédération syndicale et l'ordre professionnel? Oui, nous avons une autre question ensuite. Oui, oui. Bonjour, alors Carole Yeroshevski. Merci beaucoup oui, pour ces présentations, c'est vraiment très intéressant. Excusez-moi, j'étais pour le début, j'ai raté mais j'étais à un autre atelier, il y avait concurrence, j'étais assistée à une première d'autres et j'ai rejoint. Moi, juste une question, un peu discussion sur la présentation que vous avez faite sur les réactions des travailleurs d'agence par rapport à classement consentir, contourner ou contester. Je ne suis pas convaincue par votre classement et la différence entre consentir et contourner. D'une part parce que pour le consentement, pour moi c'est quelque chose de très fort. C'est quand même quand il y a négociation d'un contrat. Enfin c'est quelque chose d'assez important. Que je suis pas convaincue par la façon de classer, puis que je me pose la question d'introduire dans la façon d'analyser les réactions les différences de genre, notamment, qui me semblent importantes et qui, à la lumière de la présentation de Jill, de ce qui se passe pour ces femmes qui sont sans document et qui sont enceintes, moi je trouve que c'est aussi une forme de résistance individuelle, un acte de résistance très fort par rapport à une situation très contrainte, de choisir quand même de développer sa vie, parce que beaucoup choisissent d'avoir un enfant, et donc la manière d'analyser les réactions, je trouve qu'on devrait prendre en compte les différences aussi de contraintes entre femmes et hommes, et ça amènerait peut-être aussi à se poser la question d'un appui ou de développement collectif. Enfin, ça éclairerait peut-être d'autres possibilités à ce niveau-là. Enfin, c'est une question. Hein, non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, oui, yes. Oui, j'ai une question, moi aussi. I was actually wondering if you know how the human rights law has been used in the context of precarious workers, both the context of agency workers and the undocumented workers we were talking about earlier. It seems to me that the legal framework of human rights law in the Quebec Charter, in the case of Quebec, does provide an interesting framework in this situation, because when we're talking about who is the employer, in the context of human rights law, if I'm not mistaken, the employer has been defined largely to include both the corporation, the farmer, as well as the agency, the placement agency. If there's a human rights violation, discrimination in employment, for example, or discrimination in fair and reasonable condition of employment that is found, both the corporation and the agency can be condemned solidarily to the damages that were found, which means that if the agency disappears, well, you can get the money entirely from the corporation, and vice versa. When it comes to Medicare for children, you mentioned that the children of undocumented workers were excluded from the benefits, even though they're citizens and they have a right to these benefits. I'm wondering if a lawsuit cannot be made based on discrimination, based on civil status, that could be implied against the government for lack of enforcement regarding Medicare of the children, because everybody has a right to, then I forgot the name of the article, but it's every person has the right for himself and his family to measures of financial assistance and social measures provided by the law.
this could perhaps work. I know it's very complicated for these workers to start proceedings, but there's the Human Rights Commission that does work in the sense, and it's free, and it's also available for NGOs to make complaints to the Human Rights Commission for these workers. Perhaps that could be an avenue. I know the delays are extremely long, and they're working on it, but this might be an avenue, and the legal framework could actually provide some kind of protection on a moyen long terme, maybe. That was my question. OK. Merci beaucoup pour tes questions. Et je pense qu'on va prendre des réponses et des réactions parce que. Oui. Je vais commencer la réponse. D'abord, Louise, qui avait ça marche, ça, j'imagine. La question à propos du cas des médecines algériennes, des femmes médecins algériennes. Je ne pourrais pas en parler précisément parce que ça serait anecdotique aussi, mais ce dont je peux parler, c'est les expériences de médecins français, hommes et femmes, du fait d'être étrangers, ne serait-ce que français, une différence minimale, occidentaux aussi, et peut-être un peu plus familiers avec le type de rapport de travail qu'on a, quoique on sait que les Français ont des rapports de travail différents des Québécois, mais quand même, il y a, puis dans le milieu médical, c'est un des milieux où il y a le plus de différences de rapports de pouvoir très structurés aussi. Et la réforme Barrette n'a pas aidé aussi à adoucir ces rapports-là. Donc, qu'est-ce qui est imputable au fait d'être algérienne et d'être femme? Là, je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais il y a sûrement de quoi, oui. Mais il y a sûrement aussi une part pour tous les professionnels formés à l'étranger aussi. Sans vouloir amoindrir là, la différence qu'il peut y avoir. Puis, je vais juste, pendant que j'ai le micro, je vais répondre aussi à monsieur là, à propos mais Frédéric, tu pourras compléter peut-être. Les syndicats protègent leurs membres. Hein, c'est leur fonction. Ils n'ont pas comme but de protéger le public. Bien sûr, leurs membres sont professionnels. Dans ce sens-là, ils ont une éthique, ils ont un dévouement, ils ont une cause dans leur travail. C'est des professionnels, comme des professionnels non réglementés peuvent aussi être comme ça aussi. Là. Je ne dis pas que c'est unique, loin de là, aux professions réglementées, évidemment. Mais quand la discussion revient d'avoir un ordre pour les enseignants au Québec, les syndicats aussi au Québec s'y opposent parce qu'ils ne voient pas Oui, on n'a pas besoin de ça. On peut deviner aussi que c'est une lutte de terrain aussi, là, de pouvoir. Et puis, un ordre serait en mesure de discipliner les membres sur base de plaintes et toutes les mesures disciplinaires, tandis qu'un syndicat protège ses membres. Hein? J'ai vu aussi des nouvelles par rapport à l'ordre en Ontario, puis c'est une situation particulière. Je connais mal la situation en Ontario, mais oui, ils ont un ordre et c'est souvent invoqué. Oui, ils l'ont en Ontario, ça serait une bonne idée au Québec aussi, mais là encore aussi, il y a beaucoup de... et en plus, on manque d'enseignants, donc peut-être que c'est un argument pour ne pas mettre un ordre parce que ça prendrait toutes sortes de dérogations pour suffire à la demande d'emploi. Bon, voilà rapidement, mais on peut continuer peut-être après aussi. Là, je ne vais pas... Oui, il y a une question à poser à vous. Juste rapidement, sur la question de la discrimination dans les stages, moi, il y a des autres qui m'ont dit... on n'a pas tant parlé des conditions de travail des stages parce que ce n'est pas réglé par les ordres. Moi, j'ai rencontré vraiment les ordres professionnels et pas les milieux de stage. Mais il y a des autres qui m'ont dit des choses comme « Ah, on avait une étudiante, pas une étudiante, mais une stagiaire marocaine parce qu'il y avait
un accord. L'ordre faisait venir des stagiaires du Maroc, ils en envoyaient au Maroc. Ils ont essayé de placer la stagiaire dans le nord du Québec. L'ordre a entamé des démarches pour trouver des stages à ces personnes-là. Et une des stagiaires, elle portait un voile. Et l'ordre a appelé un employeur potentiel et l'employeur, ils lui ont demandé « Ah oui, elle vient du Maroc, est-ce qu'elle porte un voile? » La discussion s'est arrêtée là, ils l'ont jamais prise à stagiaire. Mais dès lors qu'on voit qu'il y a des comportements comme ça qui existent auprès des employeurs, dans les milieux de stage, pour simplement accéder au stage, ça en dit long sur la façon dont ces personnes-là risquent potentiellement d'être traitées dans le stage au niveau des tâches qui vont être accordées, le niveau de supervision qu'on va faire et le traitement qui va être réservé. C'est sûr, ça nécessite une enquête à part entière à l'intérieur des milieux de stage et il y a des mécanismes qui existent pour ça, comme je l'ai mentionné. Mais oui, il y en a de la discrimination dans les milieux de stage, il y en a de la discrimination dans l'emploi. Et dans le cadre de l'accès aux professions, c'est vraiment une question de discrimination systémique. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui, chacun, vont imposer des mesures ou d'une certaine façon des actes qui vont exclure, qui vont miner la dignité de la personne. C'est une possibilité. C'est sûr, ça dépend du milieu, c'est sûr, ça dépend de l'ordre, c'est sûr, ça dépend de l'employeur. Il y a beaucoup de facteurs, mais il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable et de dire qu'il n'y a pas de discrimination systémique, il y en a. Voilà. Peut-être rapidement. Oui, exactement. Parce que nous sommes déjà en retard. Oh, okay. Just quickly about Louise's question around in terms of direct action. What we meant in the research project is that to directly negotiate or to directly go to the employer, not like to. We haven't in terms of the Immigrant Worker Center. It's not about organizing. I mean, as much as I'd like to, but we haven't had the opportunity to actually. It's not about organizing like sort of protest or something in front of an employer, but as opposed to, I'll give you a very quick example. As opposed to doing something to get 1 day's wages back from a worker, waiting for the Labor Standards Commission, I'll just simply write a letter directly to the employer threatening them. Or not threatening them, but yeah. And that has a much more effective rate than going to, and also because the agencies themselves are vulnerable. They're not used to anyone actually contesting their power because they sit around lurking and so they get really freaked out when they get a letter. They're just like, okay, fine, we'll pay. Like, yeah. And so it's kind of maybe more in terms of the realm of direct action that meant in the. Je vais répondre vite à ce commentaire-là. On utilise la Commission des droits de la personne pour les cas, mais c'est compliqué parce que normalement, la première réponse va être non, vous n'êtes pas éligible parce que vous n'avez pas de lien de travail officiel. Et avec une contestation de la décision, en deuxième pas, normalement, ils nous prennent puis ça marche. Mais pour l'accès à la RAMQ, je faisais partie, en fait, d'un groupe qui travaillait avec la compagnie... le bureau de Norton Rose, c'est un grand bureau d'avocats qui regardait la possibilité de faire une plainte légale contre le Québec pour ça. Ça a l'air possible, ça a l'air, c'est comme prêt à partir, mais avant de le faire, finalement, c'est Médecins du Monde qui est comme le chef de cette campagne-là. Avant d'aller la route légale qui a l'air très long et cher, ils ont décidé de monter une campagne publique en premier. Alors, présentement, ils le font avec Amnesty International et Médecins du Monde. Alors, il y a une campagne de plaidoyer qui se fait présentement. Si ça ne marche pas, ils vont aller vers la route légale. Alors, c'est là-dedans, mais c'est pas simple. La question de dire consentement, on est conscient que c'est problématique. On l'écrit toujours avec des guillemets, mais on n'est pas encore... je suis pas à l'aise non plus de le décrire comme une grande résistance, parce que je pense que les gens le vivent pas comme ça. C'est déprimant pour eux d'être dans cette situation. Alors, c'est pas...
je suis pas convaincue que c'est mieux de dire c'est le consentement, mais en termes légaux et tout ça, c'est ça qui vient. Puis j'ai comme regardé dans plusieurs analyses avec la traite humaine, avec les travailleuses domestiques et tout ça, quand ça paraît que les gens consentent à quelque chose, c'est beaucoup plus compliqué de revendiquer pour leurs droits. Alors, je pense que c'est quand même important de reconnaître c'est quoi, parce que si on veut contester après, il faut être capable d'expliquer pourquoi la personne paraît de consentir. Alors, ça ne ressort pas ici, mais on essaie de jouer avec ça. Il y a des enjeux de genre dedans. C'est quelque chose qu'on est comme au début de l'analyse plus profonde. À date, on a regardé les enjeux de genre en termes de type de travail qu'ils ont, puis les responsabilités, un peu les choix derrière leur emploi. Mais on n'est pas encore rendu à genre dans ça, mais ça devrait venir. Merci beaucoup. On va continuer à Oui, bien sûr. Merci beaucoup tout le monde. C'était